Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Librée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté, de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr, le top du top, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Bonjour Sandrine. Bonjour Anaïs. Je suis ravie de t'avoir derrière le micro aujourd'hui pour un sujet que je trouve passionnant et surtout hyper important. Qui est un sujet, je pense que toutes les femmes, à un moment donné, un sujet auquel toutes les femmes sont confrontées durant leur grossesse, c'est la gestion des contractions. Quels sont les outils comment on gère ces contractions, comment on gère ces vagues qui nous rapprochent de plus en plus de notre bébé. J'aime bien cette image-là, chaque contraction te rapproche de ton bébé. Donc aujourd'hui, je voulais que tu nous présentes les outils que toi tu connais, dont tu as déjà entendu parler, même si on ne pourra pas parler de tous les outils. On pourra donner à la fin du podcast des références, mais l'idée aujourd'hui, c'est vraiment que les femmes qui nous écoutent puissent avoir un panel de propositions, parce que finalement, moi, dans les femmes que j'accompagne, je me suis rendu compte qu'il y a des femmes, voilà, elles ont une sage-femme attitrée, et puis cette sage-femme, elle propose, je sais pas moi, de l'autonomie, et du coup, il n'y a pas d'autre ouverture, c'est-à-dire qu'en tant que femme, moi, je me suis pas renseignée avant, je sais même pas qu'il y avait des préparations. Moi, c'était mon cas, par exemple. Ah, il y a des préparations. Oui, puis c'est aussi la facilité et de réduire aussi les intervenants sur ce chemin-là. Exactement. C'est vrai que c'est très facile, mais l'idée vraiment dans cette émission, dans ce podcast Freebirth, c'est de donner le plus possible aux femmes, tu vois, toutes les clés pour qu'elles soient libres et autonomes. Donc, de leur dire, bah voilà, vous pouvez... Il y a plein d'outils qui sont à votre portée, à votre disposition, donc n'hésitez pas à trouver votre outil, celui qui vous convient, parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Tous les outils ne sont pas pour toutes les femmes. Non. Il y en a qu'on favorise, il y en a qu'on aime bien. Et puis si c'est notre première naissance, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, eh bien, je pense qu'on ne va pas chercher les mêmes outils. Donc vraiment de mieux connaître tous ces outils. Oui, en sachant que on se prépare beaucoup pendant la grossesse à l'accouchement, mais aussi c'est beaucoup de comment on va arriver effectivement à gérer l'intensité des contractions de ces vagues qui nous rapprochent au fur et à mesure de notre bébé. Et c'est aussi important de se rendre compte et de prendre conscience de quels sont les besoins des femmes, mais aussi des couples, parce qu'il y a des outils qui peuvent se faire avec les papas, ou en tout cas le coparent, et des outils qui peuvent être que pour la maman, la future maman. Et donc, c'est important de bien réfléchir à ça, de bien réfléchir à quel est le besoin de la future maman ou du couple, et du coup ça va les diriger vers tel ou tel outil. Et ça, c'est vraiment très important. Tu as dit tout à l'heure que tu as parlé du terme préparation tout à l'heure. Le terme préparation, c'est vraiment un mot, un terme de vocabulaire qui est utilisé et réservé aux professionnels de la santé et notamment aux sages-femmes. Donc nous, en tant que doula, c'est vrai qu'on n'utilise pas ce terme-là parce qu'on ne fait pas partie du corps médical. Moi, j'utilise beaucoup le terme outil ou le terme soutien pour pouvoir aider les futurs parents sur ce chemin de la naissance. Moi, j'aime bien outil, ça fait un peu boîte à outils. Je sais que t'aimes bien ce terme. Ce terme. Mais j'aime bien parce que c'est aussi beaucoup synonyme d'autonomie. Donc, en carrément. fait, j'ai une boîte à outils et moi, je vous invite vraiment à étoffer votre boîte à outils en tant que femme pour toute cette période de la grossesse, cette préparation, enfin, ce projet de naissance. Étoffer votre boîte à outils pour que le jour J,
se dire spontanément, sans mentaliser, en fait, il y en a un qui va plus vous appuyer que l'autre. Bien sûr. Moi, je pense à ça, par exemple, moi, un des outils que j'avais beaucoup apprécié, je ne sais pas si on peut appeler l'outil, mais moi, j'ai un vrai attrait pour l'eau. Dans mes 2 accouchements, j'avais vraiment prévu la piscine et tout. Pour mon fils, j'ai passé quasiment la totalité du travail dans l'eau. Ma fille, t'étais là, Sandrine, je crois qu'au bout d'1 heure, je voulais sortir, j'avais chaud, j'étais au plus mal et heureusement, j'avais eu d'autres outils dans ma boîte à outils et du coup, j'ai pu aller chercher ces outils-là parce qu'en sortant de l'eau, tout de suite, il y a des sensations qui étaient plus fortes. Ouais. Donc, et c'est super important ce que tu dis, Anaïs, parce que du coup, ça montre aux femmes et aux couples que d'une naissance à une autre, ça peut être différent, les besoins et les envies. Et ça, c'est vraiment très important. Et puis, en préambule, on pourrait dire que est-ce qu'on a besoin de se préparer et d'avoir des outils dans notre boîte à outils si on part du principe que l'accouchement est quelque chose de physiologique. On se focalise beaucoup sur l'aspect physique et je pense que c'est très important de prendre en compte aussi tout le côté émotionnel et psychique parce qu'on l'a souvent répété à travers nos podcasts. La naissance, c'est vraiment un rite initiatique, un passage qui va avoir des impacts sur qui on va être après, tant au niveau physique qu'au niveau psychique. Sur la femme puissante qui sommeille en nous. Oui, et on parle toujours en termes de réussite, mais moi j'aurais envie de dire que l'accouchement est vraiment à aborder avec tout le chemin qui a été fait en amont et pas en termes de réussite ou d'échec. C'est vraiment revisiter tout le voyage que vous avez fait jusqu'à cette naissance et quelle que soit cette naissance, c'est ce qui était juste à ce moment-là. Ça peut paraître des fois un peu rude d'entendre ça, mais ça, c'est quand on comprend pas pourquoi on a vécu des choses qui sont très difficiles. Mais après, si on travaille dessus, si on prend ce temps-là, c'est important parce que c'est vraiment un passage initiatique. C'est intéressant parce que dans ce que tu dis, là, nous, on a pour objectif de notifier, de présenter les outils pour gérer les contractions, mais je te rejoins vraiment sur cette partie. Donc le terme préparation est on va dire, destiné aux sages-femmes, comme tu le mentionnais. Mais cette partie de préparation pour soi aussi, dans ce parcours, moi j'ai beaucoup lu parce que, comme tu le sais, je m'intéresse beaucoup au transgénérationnel, à ces mémoires aussi qui nous sont transmises de génération en génération. Sûr. Et il y a beaucoup de choses qui se rejouent au moment de la naissance. Complètement. Puisqu'on peut aussi revivre des moments de notre propre naissance ou des choses qui se sont passées dans notre famille, auprès de nos grands-mères, arrière-grands-mères, pour nos ancêtres. À ce moment-là de la naissance qui peuvent se rejouer. Il y a aussi beaucoup de choses. Alors ça, c'est une thématique qui est hyper intéressante et que moi j'ai découverte en lisant toujours sur la psychogénéalogie, que le taux d'incidence sur l'accouchement des femmes est très important, très marquant quand les femmes ont subi par exemple des violences sexuelles. Et ça, c'est un sujet très intéressant parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont touchées par ça. Et je vous invite, mesdames, à aller travailler, si c'est le cas pour vous, vraiment, aller toucher. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez pu mettre au clair, dont vous avez pu guérir en partie? Parce que le jour de la naissance, c'est un moment de grande intimité, de grande ouverture au monde. Et à ce moment-là, peut vraiment se rejouer ces problématiques liées aux attouchements et ces peurs, tout ça. Oui, c'est très important ce que tu soulignes, Anaïs, parce qu'effectivement, on oublie très souvent que l'accouchement, c'est aussi beaucoup lié à la sexualité de la femme, la sexualité que le couple a ensemble. Et en fait, bien sûr que toutes les femmes qui ont été victimes d'inceste ou de viol peuvent revivre et avoir des réminiscences de ces traumatismes au moment de la naissance de leur bébé.
parce que c'est pas anodin de laisser passer et d'accepter de laisser passer un petit être qui finalement vous est étranger à l'endroit où vous avez été blessé et meurtri dans le corps, en fait, dans votre chair. Et beaucoup hésitent et ont peur de travailler ça pendant la grossesse, mais c'est vraiment très, très important de pouvoir le faire. Et le faire permettra effectivement de libérer beaucoup de charges émotionnelles, de traumatismes et d'avancer vraiment à se libérer de ça. C'est vraiment très, très important. C'est parce que pendant la naissance, on fait vraiment appel à notre instinct et à notre partie instinctive. Et du coup, ça facilitera grandement le travail si vous avez déjà travaillé en amont ce côté-là qui a été traumatique pour vous. Oui, donc je sais qu'il y a des sages-femmes, certaines sages-femmes font ce genre d'accompagnement aussi au niveau, au niveau des traumatismes divers et variés qui peuvent se faire vraiment pendant la grossesse. Et je trouve que c'est même une priorité. Et quel meilleur moment en fait dans la vie, ce moment qui est un peu en parenthèse, que d'aller guérir aussi ses propres blessures. Plus on va guérir, moins on va transmettre aussi à ce petit bébé qui arrive et il aura toujours ça de moins à porter. Donc c'est vraiment très important. Et du coup, on parle de processus physiologique et peut-être que le besoin de se préparer et d'avoir des outils dans notre boîte à outils vient aussi du fait de la surmédicalisation qui est apparue dans les années 50, qui mettent beaucoup de pression au couple en termes de réussite et du coup, ils ressentent le besoin d'être vraiment prêt, de se sentir armé. Ça, c'est très, très important. Et en même temps, j'aurais envie de dire que quand on est trop près et quand on sait trop de choses, on laisse pas notre partie instinctive ressurgir. Et je pense que la naissance, c'est vraiment une étape dans notre vie où on se sent entre deux mondes qui sont la vie et la mort. On est vraiment tout le temps sur un fil. Et je pense que c'est chouette et important de vraiment accepter de plonger dans cette peur-là et de plonger de faire le saut proche de la mort finalement pour accepter de pouvoir laisser notre enfant naître. Oui, de complètement se laisser, comment dire, traverser et puis laisser notre corps aussi. Mais c'est pour ça que dans les outils dont on va parler, il y a aussi beaucoup d'outils qui aident à lâcher notre mental, parce que je trouve que pour redonner place à cette partie instinctive qu'on a beaucoup perdue, effacée, atténuée de ces dernières années, ça demande aussi de mettre notre mental en off. Bien sûr, c'est le principal dans la naissance en fait. Si tu mets pas ton mental off, c'est très compliqué de laisser son corps s'ouvrir. Mais laisser son corps s'ouvrir, ça peut être vraiment très difficile et très effrayant parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et comme pour tout, si on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on peut avoir certaines retenues. De l'appréhension. Et en fait, tous ces outils-là vont être pour se préparer. Ça va être des outils pour se sentir rassuré, pour pouvoir s'appuyer à des moments où peut-être pendant la naissance, ce sera difficile pour les femmes et aussi pour les futurs papas ou coparents. Alors, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu as dans ta boîte à outils ? Alors, dans ma boîte à outils, j'ai tout d'abord la sophrologie. On en avait parlé. Super donc outil pour mettre le mental en off. Oui. Et aussi d'entraînement, puis dans notre vie au quotidien, je trouve que c'est super. Donc ça, la sophrologie est apparue en 1960 et elle a été créée par le neuropsychiatre Alfonso Caicedo. En fait, c'est une méthode qui est vraiment là pour apprendre à se détendre, à se relaxer avec le travail du souffle et de l'imaginaire. C'est-à-dire que avec la respiration
Et des visualisations, on va amener la personne à être dans un état de détente profonde. Je souris parce que je me souviens d'une visualisation que j'avais gardée de la sophrologie où cette image de à chaque contraction, quand je souffle, avec mon souffle, je viens balayer tous les nuages au-dessus de ma tête et je me souviens de me redire, de souffler un peu tout autour de moi. Et j'avais trouvé ça génial. Enfin, et ça, c'est super parce que si tu souffles avec ta bouche, elle va être vraiment détendue. Et on sait qu'il y a un lien entre la bouche et les sphincters et l'utérus. Et plus ta bouche va être détendue, plus ton utérus va l'être et va pouvoir s'ouvrir plus facilement. Donc, la sophrologie, c'est vraiment un outil qui aide à diminuer l'anxiété, à avoir une meilleure gestion de la douleur, parce qu'à travers la prise de conscience que les femmes ont de leur corps et de leur bébé, c'est très important. Et c'est vraiment, on aborde vraiment la naissance de façon positive. Et est-ce que c'est un outil avec lequel il faut être accompagné? Est-ce que tout le monde peut le faire? Alors, c'est mieux d'être accompagné, c'est toujours plus... Enfin, pour ma part, je trouve que c'est important d'être accompagné. Après, c'est vrai que peut-être, à force de faire de la sophrologie, on peut arriver effectivement à seul, peut-être dans son lit, ou à un moment donné. Et puis d'ailleurs, la sophrologie, c'est ça, c'est vraiment proposer des outils, effectivement, qui vont faire qu'à un moment donné, si tu sens que tu es trop stressé, prendre conscience de ça et puis t'arrêter dans ta vie, poser quelques respirations profondes avec l'inspire, l'expire, bien gonfler le ventre à l'inspire et bien dégonfler le ventre à l'expire pour te permettre de te réancrer en fait et d'apporter du calme. Et souvent en sophrologie, il y a des visualisations qui sont... on demande aux personnes de trouver un animal ressource, un lieu ressource. Et le fait de l'avoir fait avec un sophrologue ou une sage-femme, ça peut effectivement permettre à la femme de pouvoir le réutiliser par ailleurs. Et ça, c'est très important. Être autonome toujours, c'est très important. Qu'on adore. Oui, être autonome. Voilà, j'adore ce principe. Il est primordial, je trouve, quand on est gagné en autonomie, donc on se fait accompagner. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi beaucoup d'applications aujourd'hui qui existent. Il y a Petit Bambou, je crois que c'est le principe de la sophrologie. Il y a les masques hypnose. Il y a vraiment plein de il y a Morphée aussi, Morphéa, enfin je sais plus, il y a plein d'outils pour expérimenter cette pratique. Donc si elles sont réalisées par une sophrologue, c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Si par contre c'est proposé par une sage-femme ou une gynécologue qui est formée à la sophrologie, il y a 8 séances de remboursées par la sécurité sociale. D'accord. Et les 8 séances qui font partie des séances dites de préparation. Oui, exactement. Qui viennent en déduction de vos séances de préparation. Ouais, c'est ça. 8 j'avais souvenir que c'était 6, mais... 8, alors, dans le livre dans lequel je me suis appuyée, il parle de 8. Très bien. Ensuite, il y a l'aptonomie. Alors, l'aptonomie a été créée par un médecin hollandais, chercheur Frans Veldman. Ça veut dire en grec, ça part du grec aptein qui veut dire toucher. En fait, l'aptonomie, c'est vraiment la science de l'affectivité. Donc, pour cet outil-là, c'est bien de commencer à partir du moment où le bébé commence à bouger, où les parents sentent le bébé bouger. Et c'est important que ce soit le couple soit présent, c'est-à-dire que le futur papa ou le futur coparent soit présent. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose là on parle d'une préparation vraiment en duo. Oui. On ne fait pas ça toute seule. Et s'il n'y a pas de coparent ou de futur papa, souvent les aptonomes vont inviter la future maman à trouver une personne en qui elle a confiance, parce que on va vraiment dans l'intime à travers ce toucher-là, une personne de confiance avec qui elle puisse faire les séances.
Ça, c'est vraiment très important. Donc là, le principe, c'est vraiment d'entrer en lien, en connexion avec son bébé. Carrément, ouais. Grâce au toucher, qui est toujours plein de tendresse, qui est toujours très délicat et qui invite vraiment, avec la position des mains, alors ça peut être les mains de la future maman ou du futur papa ou coparent, vraiment à inviter le bébé en fait à suivre et à venir au contact de ses parents. C'est vraiment toujours une invitation. On force pas, on donne pas des coups dans le ventre. C'est vraiment toujours très très doux. Et le fait d'apposer les mains et de se relier avec son bébé, alors pour les femmes de l'intérieur et pour les papas ou coparents, avec l'intention aussi de se mettre en lien, le bébé vient se lever vraiment sous les mains et c'est aussi un outil qui est très important, je trouve, pour permettre aux futurs papas ou aux futurs coparents de rendre cette grossesse concrète. Vraiment de rentrer en lien avec son bébé parce que c'est pas toujours facile pour eux. Puisqu'ils ne le portent pas, ils ne le sentent pas de l'intérieur, ils ne subissent pas tous les effets physiques qu'une femme enceinte peut avoir dans son corps avec le changement hormonal et puis le changement de forme tout simplement. Et vraiment, ça met beaucoup de liens, je trouve, de douceur dans ce chemin-là. Ça peut permettre aussi de repositionner bébé, de l'aider à remonter si on trouve qu'il est un peu bas à un moment donné de la grossesse. Ça peut aussi permettre de soulager des douleurs lombaires, ligamentaires ou des douleurs gastriques. Et c'est vraiment, on part du principe que le bébé est acteur de sa naissance. Donc ça lui procure une sécurité affective en fait qui va vraiment l'aider à gagner en autonomie une fois qu'il sera né, pour pouvoir s'épanouir. Est-ce qu'on peut par exemple envisager, alors, je trouve que parfois on pourrait avoir la tendance à voilà, j'ai commencé mon accompagnement avec une sage-femme, elle fait donc de la sophrologie, je fais quelques séances de sophrologie, j'en fais 1, 2, 3, puis je considère, j'ai la sensation que c'est bon, je me sens autonome, mais j'aimerais bien expérimenter d'autres outils. Est-ce que je peux facilement aller auprès d'une autre sage-femme pour faire, par exemple, de l'aptonomie? Oui, en sachant que l'aptonomie, souvent les sages-femmes, donc c'est vraiment... Alors ça peut être dispensé par des aptonomes qui ne sont pas forcément sages-femmes, mais souvent les aptonomes sont sages-femmes aussi. Donc c'est aussi difficile de trouver une sage-femme aptonome et l'important c'est vraiment de commencer le plus tôt possible. En général, quand les demandes sont vers le 7e mois, souvent les sages-femmes sont pas très d'accord parce que c'est trop tard dans la grossesse. D'accord. Donc ça demande plusieurs séances. Ça demande bien sûr plusieurs séances et en règle générale, l'aptonomie, il y a toujours 1 ou 2 séances dans l'après-naissance pour justement apprendre à porter son bébé dans sa base de façon à ce qu'il soit vraiment respecté dans son intégrité, dans sa corporalité. Et ça, c'est très, très émouvant aussi de pouvoir faire 1 ou 2 séances après avec le bébé. C'est passionnant. Oui. Ouais, c'est très agréable et puis ça met vraiment du lien dans le couple. Et je pense qu'après, il y a plein de petits outils qui peuvent être refaits à la maison. Alors souvent, les couples n'ont pas forcément le temps de refaire, mais ne serait-ce que pour détendre tout le bas du dos des futures mamans. Ça, c'est un exercice très très simple qui peut être fait par le papa. Et il y a plein de petits outils comme ça que l'aptonome va pouvoir donner au couple et ça permet de continuer le lien en dehors des séances avec la sage-femme. Et ce que je trouve très intéressant là, dans ce que tu dis, dans cet outil, cette préparation, c'est aussi que là, assez rapidement dans la grossesse, on vient intégrer le papa. Oui. Donc c'est quand même un point aussi. C'est super, ouais. Ouais, ça c'est vraiment super. Et l'aptonomie, je ne crois pas que ce soit remboursé. Ah si, c'est remboursé. C'est remboursé, pardon. Les séances sont remboursées toujours si c'est une sage-femme, un gynécologue ou un médecin qui est formé à l'aptonomie. Ok, super.
Ensuite, il y a le chant prénatal. Ah, c'est aussi, je l'adore. Le chant prénatal indispensable, selon moi. Indispensable, oui, parce on vocalise souvent quand on est en train d'accoucher. C'est la première fois que j'ai entendu parler de chant prénatal. Je n'étais pas du tout dans ce projet, ni de naissance, ni de bébé. C'était durant ma formation de naturopathie. Et il y avait une des filles du groupe qui nous racontait son accouchement. Elle avait accouché à la maison, donc sans péridurale, tout ça. Et elle nous parlait justement du chant prénatal. Donc au début, j'étais, mais c'est quoi? Puis elle nous dit, oui, on fait des boas. Ouais, c'est ça. J'étais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me semblait complètement d'un autre monde. Et surtout, j'avais pas du tout la notion de, mais en fait, ça sert à quoi? Oui. Ouais, j'étais pas du tout... J'ai bien compris après. Moi, j'ai expérimenté, j'ai compris que c'était très utile finalement. Tu sais, mais même quand t'es pas enceinte, en fait, moi j'ai fait du chant gospel pendant 3 ans. C'était vraiment quelque chose qui faisait pétiller toutes mes cellules. Enfin, je le sentais vraiment de l'intérieur. J'ai jamais fait du chant prénatal pour mes grossesses et mes accouchements, mais je l'ai expérimenté avec le chant gospel et ça fait vraiment pétiller toutes les cellules. En fait, il y a une vraie résonance et une vraie correspondance vibratoire entre les sons et notre corps. Bien sûr. Ça, c'est certain. Donc, ça peut être utilisé avec... on peut le voir avec les bols tibétains, on peut le voir avec les gongs, on peut le voir avec tous les instruments. Mais la puissance de la voix, en fait... C'est vraiment très important. Donc ça, le chant prénatal est apparu en 1977 sous l'impulsion de Marie-Louise Hochet, qui est cantatrice en fait, et qui a été influencée par le docteur Frédéric Leboyer. Okay. Et c'est ensuite une sage-femme, Chantal Verdière, qui l'a proposé la première en maternité. Donc c'est vraiment super intéressant. Donc souvent, il y a 4 temps dans une séance. Alors, on commence par des petits exercices physiques de mise en condition avec un travail au niveau du diaphragme. Oui, la respiration. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, dans tous les outils, il y a la respiration. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial pour accompagner la naissance. Ensuite, il y a une exploration vocale pour ressentir les mouvements de la respiration, pour prendre conscience de chaque muscle qui travaille quand on est en train de chanter. Donc, on se rend compte que les aigus résonnent dans la partie supérieure du corps et va aider à la libération des tensions de la grossesse. Et les graves résonnent plutôt dans la partie inférieure. Au niveau du bassin. Et elles agissent au niveau du col de l'utérus et du périnée. On le sent bien aussi. Bah oui, et puis quand on voit une femme qui accouche, au son qu'elle fait, on peut vraiment prendre conscience de là où elle en est dans l'avancée du travail. Mais c'est chouette à voir. Tu vois, tu l'as bien expérimenté. Et moi, je l'expérimente en tant que doula et c'est vraiment toujours quand tellement tu dis puissant. Ça, je me souviens du coup pour mon deuxième accouchement d'avoir dû être transférée parce que le liquide amniotique était teinté. Et dans la voiture avec la sage-femme, la sage-femme m'a dit après, au vu des vocalises que tu faisais, je n'ai pas osé te demander de me retourner et te regarder parce que je savais que c'était proche en fait, que ça y est en fait, c'était que à tout moment tu pouvais accoucher. D'ailleurs, souvent je dis aux couples que j'accompagne en tant que doula que les sages-femmes à domicile sont très intuitives et observent avec leurs oreilles en fait. Elles sont pas là campées en face du couple qui accouche, à être dans l'observation vraiment et parce que c'est très important que le couple ne se sente pas observé pour pouvoir laisser aller à la fluidité et à la liberté de mouvement, de son et autres. Mais vraiment, elles écoutent, elles observent avec leurs oreilles et effectivement, pour en avoir accompagné quand même plusieurs en présence de sage-femme, bien sûr. Moi-même, je perçois vraiment ce basculement des fois dans le travail. Quand tout bascule et quand ça se rapproche et c'est vraiment chouette. Et en fait, les sons graves permettent vraiment la libération d'endorphines qui sont des hormones antidouleurs. Ensuite, il y a un 3e temps, c'est le temps des chansons avec un répertoire qui fait appel, qui permet à mettre
de mettre des mots sur les émotions de la grossesse. Et puis, dans un 4e temps, il y a un temps d'échange et de partage autour d'un thème. C'est vraiment un espace de parole libre où les femmes peuvent poser leurs questions, voilà, par rapport à la grossesse, Souvent, on commence à partir du 5e mois non, alors, on peut commencer à tout moment, mais par contre, effectivement, à partir du 5e mois de grossesse, le fœtus va vraiment réagir aux ondes sonores transmises par le liquide amniotique. Et après la naissance, il y a aussi quelques séances avec le bébé. Et souvent, là, il chante une chanson de bienvenue. Et puis, c'est vraiment voilà, l'accueil, la mise au monde. Il est déjà né, mais c'est vraiment, oui, la mise au monde aussi souvent, de présenter son bébé au groupe. Ce que tu dis, ça me rappelle vraiment cette notion de, en effet, le bébé, il a une mémoire aussi de tous ses chants. Bien sûr. Et de ces instruments qu'on a pu utiliser durant la grossesse. Moi, voilà, avec tous les instruments que j'ai à ma portée, les carillons koshi, les bols tibétains, le tambour et tout, c'est incroyable. Je vois encore aujourd'hui les effets sur ma fille qui a 3 ans. Quand j'utilise certains instruments, tout s'arrête, elle devient statique, elle est complètement à l'écoute, complètement transportée par le son. C'est vraiment... il y a cette mémoire. Oui, bien sûr. On voit ça aussi avec les femmes qui portent un bola. Tu sais, le bola, c'est un petit bijou avec une petite boule à l'extrémité. Cloche, et à l'intérieur de cette petite boule, il y a une petite cloche qui fait un petit son, mais très, très subtil. Et effectivement, quand une femme porte le bola pendant toute sa grossesse, après, une fois que le bébé est né, elle peut simplement le faire chanter proche de son oreille. Et souvent, le bébé se calme parce qu'effectivement, comme tu dis, il a vraiment une mémoire des sons. Puis je pense qu'on fait un ancrage, on en parle beaucoup en sophrologie, hypnose, c'est un ancrage, on vient, le corps se rappelle en fait. Ah oui, ce son me ramène à tel moment, c'est agréable, c'est bien, un moment de sécurité, je suis en train... Ouais, complètement. Donc, le chant prénatal n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Mais par contre, certaines sages-femmes peuvent l'inclure dans leur cours de préparation. Et dans ce cas-là, ça peut être remboursé. Ensuite, il y a le yoga prénatal. Alors, j'ai fait des recherches, mais peut-être que tu peux en parler, Anaïs. Ça sera quand même ce serait mieux, non? Qu'en penses-tu? Alors, le yoga prénatal, oui, moi, c'est un outil que j'ai beaucoup apprécié, que je pratique et auquel je suis formée. Ben oui. Il y a vraiment cet aspect, comme tu le disais, de beaucoup de relaxation, de respiration. Et on vient dans des postures douces, vraiment aussi pour soulager la maman, soulager les différentes tensions qui peuvent s'installer, redonner beaucoup de mouvement, de fluidité dans le corps, ça c'est vraiment important. Voilà, notre corps il change, de l'accompagner dans des mouvements et dans des postures qui vont vraiment venir soulager le poids, les tensions qui ont pu s'installer dans le corps. Il y a beaucoup de moments aussi où on vient dans des postures de relaxation. À l'aide c'est vrai que dans le yoga prénatal, on a beaucoup de supports, de matériel, plus que dans un yoga autre, puisque souvent on utilise le coussin d'allaitement, qui est très important pour les mamans durant toute la grossesse. Et au cours des séances de yoga prénatal, on adore l'avoir à nos côtés parce qu'il nous est très précieux. Il y a aussi le bolster qui est pour moi indispensable et que j'utilise encore. C'est quoi le bolster? Le bolster, ça ressemble à un gros boudin un peu en tissu sur lequel on va pouvoir venir s'asseoir, s'installer. Alors il est très confortable par exemple, on vient s'installer dessus, s'asseoir. Ça nous permet une assise quand on est enceinte confortable. Ça permet aussi de relever ses jambes. Oui. Quand on est allongé, ça met beaucoup de tension au niveau des lombaires, d'avoir les jambes allongées. Donc là, on vient placer le bolster sous les genoux et on est dans une posture, le coussin d'allaitement. Rien que d'en parler. Derrière la tête, derrière les épaules, le bolster sous les genoux, une bonne couverture. Et là, on est pour un Shavasana qui est la posture de détente de fin de pratique. Vraiment très agréable. Donc c'est vraiment dans le yoga prénatal ce côté d'une parenthèse. On prend un temps pour la maman d'écoute,
de bien sûr de connexion avec son bébé, de bah tiens aujourd'hui comment je me sens, comment je me Oui. sens émotionnellement, comment je me sens dans mon corps, quelle intention j'ai envie de poser pour cette pratique. Est-ce Mm. que c'est de libérer certaines tensions? Est-ce que c'est vraiment de me détendre? Est-ce que c'est d'être bah voilà, j'ai d'autres enfants, j'ai envie d'être là un moment juste pour mon bébé et moi? Oui, puis ça peut changer au fur et à mesure des séances. Mm. Complètement. Complètement. Donc, il y a toute cette dimension. La particularité du yoga prénatal, c'est aussi que dans le matériel qu'on utilise, on utilise beaucoup le yoga sur chaise, Ah. puisque parfois au sol, on est un peu moins confortable dans certaines postures. Ça nous donne plus d'amplitude dans nos mouvements. Mhm. Et on est vraiment dans une pratique très douce, où il ne doit y Oui. avoir aucune tension. Mm. S'il devait y avoir des tensions, ben vraiment, c'est qu'on n'est pas dans la bonne posture, dans la bonne pratique. C'est vraiment pour aider l'énergie du corps à mieux circuler. Complètement. Ouais, vraiment, il y a, voilà, dans toutes les pratiques de yoga, on parle du principe de la vie, c'est L'énergie mouvement, vitale. Ouais. énergie Mm. vitale. Donc là, surtout pendant cette période de la grossesse, de remettre du mouvement, remettre de la fluidité dans le corps. Mm. Donc, c'est... Ouais, c'est très important. Mm. Et puis la fluidité du corps, mais aussi la mobilité du corps, Complètement. j'imagine. Mobilité, on peut même venir dans certaines postures d'équilibre, de Mm. retester son équilibre en fait dans Génial. ce moment de déséquilibre en fait mon corps il est complètement il y a ce Bouleversé. gros ventre Mm. donc comment je viens retrouver l'équilibre dans ce corps. Mm. Ah, super. Et est-ce que tu pourrais envisager de le proposer sur des gros ballons plutôt que sur des chaises? Oui, oui, on peut tout à fait envisager ça. C'est plus que c'est quelque chose qu'on a parfois moins à disposition chez soi. Donc en yoga prénatal, bien sûr, l'idéal, c'est de pratiquer dans un cours. Oui. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de cours qui sont proposés aussi sur Internet, sur différentes plateformes. Et toutes les femmes n'ont pas forcément un ballon à disposition, alors qu'une chaise, on en a Oui. plus facilement une. C'est aussi, Après, je pensais au ballon parce qu'effectivement, sur la chaise a une assise qui est rigide et qui peut rendre justement les tensions déjà existantes un peu plus douloureuses, alors qu'effectivement, sur le ballon, comme c'est mou en dessous, ça atteint pas ni le périnée, ni le coccyx, sûr, oui. ni... C'est sûr que dans l'idéal... Après, le ballon de grossesse, ça coûte pas très cher et non, ça peut être un outil... c'est un super outil. C'est un super outil. Dans les outils oui, de la naissance, moi je sais que le ballon, Ouais. le jour J, il m'a été indispensable. Oui. Après, voilà, tout le monde ne l'a pas, mais en effet, sur ballon, c'est juste magique. D'accord. Est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale? S'il y a des sages-femmes qui le pratiquent, je suppose qu'on peut intégrer ça en effet dans la partie préparation. Ça peut être quelques séances. Donc, 8 aussi. Donc, si on a accès à ça. Mais sinon, bien sûr, c'est pratiqué par une professeure de yoga ou on rentre dans des cours plutôt à payer en dehors de la sécurité sociale. Merci. Le rôle est inversé. Alors ensuite, il y a la piscine ou préparation aquatique. Alors, moi, je me rappelle, pour mes enfants, je l'avais fait. Non, je ne l'ai pas fait pour tous mes enfants, mais j'ai dû le faire pour peut-être l'aîné. Et je me rappelle que c'était vraiment quelque chose de très relaxant, où effectivement, dans l'eau, on sent plus le poids du corps et le poids du ventre, qui peut être parfois très, très lourd à porter. C'est peut-être un des outils les plus relaxants et les plus ludiques, qui est animé par une sage-femme et un maître nageur. Et dans ces séances-là, on travaille beaucoup le souffle avec des petits exercices d'apnée. Il y a des exercices d'échauffement, de relaxation, d'entraînement musculaire. C'est vraiment très ludique et c'est aussi, mais comme les autres outils, alors sauf l'autonomie, mais dans la sophrologie et dans le chant prénatal, c'est aussi le yoga prénatal, c'est aussi un moyen de rencontrer des futurs parents. Et souvent, il y a des liens qui se créent à ces moments-là.
et qui perdure. Et c'est vraiment chouette aussi parce que c'est vrai que on entend beaucoup parler de l'isolement que les femmes ont, que les couples ont pendant leur grossesse. Et là, c'est tous ces outils qu'on vient de proposer, c'est vraiment aussi un lieu de rencontre Bien sûr. qui est vraiment à considérer. Et puis, il y a ensuite souvent un temps d'échange, de questions. Moi, je me rappelle que je barbotais dans l'eau et que la sage-femme nous demandait si on avait des questions. Et puis, on abordait certains thèmes aussi avec elle par ce biais-là. Et c'était vraiment très... moi, j'adorais y aller. Enfin, j'ai un super souvenir de ça. Et puis tout est fluide, tout est mouvant autour de nous, tout est très doux aussi. Tu vas en parler de douceur dans le yoga prénatal. Mais là aussi, c'est vraiment l'élément eau, c'est vraiment un élément vital puisque notre corps est constitué d'eau pour 80%, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est aussi être en lien avec son bébé qui, lui, est aussi dans un liquide amniotique. Et du coup, je trouve que c'est vraiment très, très agréable. C'est intéressant, j'ai entendu parler d'une sage-femme, là, je ne l'ai pas rencontrée encore et le nom m'échappe, elle est à Lyon. Elle propose des préparations aquatiques en couple. Elle utilise, alors bon, moi c'est pour ça que ça m'a vraiment interpellée, elle utilise des instruments, donc des bols tibétains. Dans l'eau, elle met les femmes en flottaison grâce à des supports. Il y a le papa qui est là et il y a les bols dans l'eau, donc elle vient faire teinter. Donc pour moi c'est juste, mais là c'est vraiment le paradis quoi. T'es dans l'eau, plus les sons qui te parlent, la vibration de ces bols qui vient faire vibrer toutes les molécules d'eau après ton corps. Enfin, c'est vraiment. D'ailleurs, je crois qu'il y a un outil comme ça qui est aussi alors très peu connu pour le coup, c'est le Watsu, Oui. qui est effectivement réalisé. Alors, je ne sais pas si des sages-femmes sont formées au Watsu, mais il y a voilà, enfin, bien sûr qu'il faut trouver le praticien Watsu. Et du coup, c'est un soin individuel, je pense, qui est fait dans une piscine, on va dire, pas la piscine municipale, vraiment dans style un cabinet qui aurait une piscine à l'intérieur ou voilà un endroit comme ça très spécifique. Et c'est vraiment effectivement comment accompagner la femme. C'est vraiment un outil qui est très... Enfin, je connais pas vraiment, mais le peu que j'en connaisse, c'est vraiment quelque chose qui est aussi très apaisant, très ressourçant, qui peut effectivement permettre de mettre des mots sur des blocages émotionnels. Et ça, je pense que c'est aussi un outil qui peut être très intéressant à, à essayer, à tester lors de sa grossesse. Donc, la préparation aquatique n'est pas remboursée par la sécurité sociale, sauf si elle est proposée par une sage-femme qui travaille en maternité. Ah, d'accord. Mais si c'est une sage-femme en cabinet, ça ne fonctionne pas alors? Apparemment, je sais pas. Ok. J'ai pas. À vérifier du coup. Oui, à vérifier. Ensuite, il y a l'hypnose prénatale. Alors, l'hypnose prénatale est apparue en 2003 en France par le biais de Lise Bartoli, qui est psychologue clinicienne et hypnothérapeute. Et c'est vraiment une méthode qui allie détente corporelle et apaisement psychique. C'est vraiment comment travailler sur la confiance en soi pour puiser toutes les ressources en soi le jour J. C'est vraiment un travail personnel en profondeur qui permet de décrypter ses angoisses et aussi de rentrer en relation avec le bébé. Tout ce travail-là s'ancre dans l'inconscient de la femme et va modifier ses ressentis profonds. Donc c'est vraiment quelque chose qui est précieux aussi. Et puis du coup, c'est pris en charge par la sécurité sociale si c'est dispensé par une sage-femme. Et du coup, ça me fait rebondir, Anaïs, sur l'auto-hypnose que toi, tu as fait. Que j'ai adoré. Que tu as testé et adoré. Ça m'avait d'ailleurs mené à la lecture, tu sais, c'était quoi déjà dans Hypnonaissance. Oui. Tu te souviens de ce livre?
Hypnonaissance. Et en fait, c'est par ce livre-là que je m'étais vraiment intéressée à l'auto-hypnose. En fait, moi, je cherchais vraiment un outil en plus dans ma boîte à outils pour la seconde naissance. Je m'étais beaucoup pour mon premier accouchement intéressée. Je faisais déjà beaucoup de sophrologie et tout. Moi, je suis toujours en quête de plus d'autonomie Bien sûr. et du coup, je t'avais dit, Sandrine, il faut que je trouve quelqu'un qui m'initie à l'auto-hypnose. Et ça n'avait pas été si évident que ça. Non. En fait, il n'y a pas je me souviens. beaucoup de praticiens. Et d'ailleurs, même la dame que j'avais vue, elle a cessé. Ah bon? Ça y est, elle est en retraite maintenant. Ah mince. Je sais pas comment Parce qu'en plus, tu l'avais bien aimé. Ouais, j'avais adoré son contact. Et c'est vraiment un super outil puisque l'idée, c'est d'auto-induire l'hypnose pour soi-même. Donc, c'est d'abord quelques séances. Je crois que j'en ai fait 3 ou 4. Il me semble. Accompagnées, guidées. Et après, il y a des exercices pour, à terme, être complètement autonome. C'est vraiment la pratique régulière, je pense, comme encore une fois un ancrage. La pratique régulière qui va faire que le jour J, on a cette faculté. On développe cette faculté. Et je l'ai vraiment expérimenté. Même Gisèle, la sage-femme qui était là... le jour de l'accouchement, m'a dit mais c'était incroyable la faculté que tu as eue de passer d'un état de conscience à un autre. Moi, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais en effet, l'auto-hypnose m'a vraiment aidée à ça. Et c'est-à-dire qu'on rentre très facilement dans cet état modifié de conscience et on est capable d'en sortir, d'en rentrer, d'en sortir, d'en rentrer. Donc, quelles que soient peut-être les perturbations autour. Vraiment, la preuve, moi j'ai dans le cas d'un transfert, moment, on m'a dit tu dois être transférée. Voilà, et j'ai été en mesure de revenir, de me dire ok, préparation, mon sac il est là, tac, je monte dans la voiture, de revenir, d'échanger avec la sage-femme, c'est ok pour moi de mettre des vêtements, retourner dans la voiture et instantanément en étant assise dans la voiture, retourner complètement dans ma bulle en un claquement de doigts. Donc c'est vraiment une pratique que j'incite les femmes à l'expérimenter. Même si je ne sais pas s'il y a des sages-femmes en France, en tout cas, j'ai vu qu'en Suisse, oui. Mais en France, je ne sais pas s'il y a des sages-femmes qui sont formées à cet outil, mais c'est un outil très très puissant et je pense qu'il peut être utile même dans plein d'autres moments. Oui, bien sûr. Mais comme tous. Comme tous. Oui, voilà. Est-ce que c'est remboursé du coup ? Je suppose que si tu le fais... En tout cas, moi, la façon dont je l'ai fait, ce n'était pas remboursé, puisque c'était dans un cabinet privé. Je suppose que comme toutes les autres préparations proposées par les sages-femmes, si vous trouvez une sage-femme qui est formée à cette méthode, elle pourra l'intégrer facilement à votre préparation. D'accord. Ensuite, il y a la méthode Bonaparte qui a été élaborée par Julie Bonaparte. Et là, c'est aussi une méthode où la présence du papa ou du coparent est indispensable. Donc cette méthode, c'est l'association de trois méthodes différentes qui est la digitopression, les massages et la relaxation. Ça aide à une meilleure gestion du stress, à une diminution de la douleur ou de l'intensité de la contraction. Je préfère parler toujours d'intensité, de contraction que de douleur, parce que douleur, tout de suite, on sent le corps qui se referme. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas pendant un accouchement. Et ça te permet aussi de développer la confiance en soi. En fait, le but de la digitopression, c'est de détourner la sensation initiale de la douleur éprouvée par la femme en appuyant sur un des 8 points appelés zone gâchette qui se trouve sur les pieds, sur les mains, sur les fessiers et sur le sacrum. Et du coup, on fait ça, souvent c'est le futur papa ou le futur coparent qui fait ça, qui appuie sur une de ces fameuses zones gâchettes au moment d'une contraction douloureuse. Est-ce qu'on peut se le faire soi-même ? Oui, je pense que tu peux le faire toi-même, ouais. Mais parfois, en fonction de, si c'est tout derrière... Ouais, voilà, c'est ça, ça dépend, tu vois, si c'est le sacrum, techniquement, tu peux essayer, mais ce sera... en plus, savoir gérer l'intensité de la contraction, s'il faut en plus que tu appuies. Donc, non, je pense que c'est préférable d'avoir une personne qui le fait, quoi. Donc, ça peut être
Qui connaît bien ses Voilà, points. qui connaît bien les points. Bah, parfois, il y a des couples qui font des croix sur les points. Tu vois, les mamans, elles ont des croix sur les points, les zones gâchettes, pour que le papa puisse savoir que c'est à cet endroit-là qu'il faut vraiment appuyer. Ouais, c'est une super idée. Petit tatouage de début de travail. Voilà, donc sur les fessiers, sur le sacrum, les pieds, les mains. Et c'est vraiment quelque chose aussi qui est très puissant comme outil. Donc c'est pareil, hein, toujours comme le début de nos boîtes à outils, c'est remboursé par la sécurité sociale si c'est une sage-femme ou un médecin qui le fait. Il y a aussi le Pilate, dont l'objectif est vraiment de créer un équilibre dans le corps en se centrant sur toute la partie basse, donc l'abdomen, le bassin, le périnée. C'est vraiment un travail sur les muscles abdominaux, le périnée, la statique lombaire et vertébrale. Et ça amène beaucoup de relaxation et de respiration. Et d'ailleurs, dans le Pilate, quand c'est pour des femmes enceintes, souvent, il y a effectivement le matériel dont on parlait tout à l'heure, le ballon, la cacahuète. Il y a vraiment plein de choses qui sont utilisées. La cacahuète et puis le fameux le bolster. Le bolster, que effectivement, je croyais que je savais pas, mais oui, j'en ai déjà vu effectivement dans des séances comme ça, quand j'ai eu accompagné certaines mamans. Donc voilà. Il y a aussi l'approche posturo-respiratoire qui a été mise au point en fait par le docteur Bernadette de Gasquet, qui est spécialisée en naissance, en pré- et postpartum. Ça permet de guider la femme à trouver des postures plus antalgiques tout en préservant le périnée. Et tout ça, bien sûr, associé à un travail de respiration. Donc, c'est basé sur des respirations, sur des étirements pour mieux respirer et limiter les tensions. On travaille aussi sur des positions d'accouchement. Donc, ça permet de mieux vivre la grossesse, de préparer l'accouchement et l'après-bébé. C'est vraiment un travail aussi pour mieux comprendre l'origine des douleurs et d'avoir des solutions pratiques le jour J. Donc, ça peut aussi être très aidant postpartum parce que ça peut aider à retrouver son tonus abdominaux-périnéal, à savoir s'étirer quand on a, tu vois, des douleurs un peu lombaires. Sûr, ouais. Mais ça, on peut aussi le retrouver en yoga prénatal, toutes les postures un peu... Yoga et pilates aussi. Oui, hein. c'est vraiment ça. Les postures, on vient mobiliser, solliciter tous les muscles internes assez doucement, enfin en douceur, juste avec la respiration. Et on vient acquérir de nouveau une tonicité vraiment en interne qui est très, très précieuse. Donc ça, c'est vraiment... ça, c'est non remboursé par la sécurité sociale. Ensuite, il y a des approches posturo-psychologiques, comme par exemple le Toni, qui est une pratique de conscience corporelle qui a été mise au point par une danseuse rythmicienne allemande. Alors, je ne sais pas comment on dit, Gerda Alexander, dans les années 30. En fait, cette pratique vise la recherche du tonus juste entre autonomie, yoga et tai chi chuan. Et c'est une démarche qui est vraiment basée sur l'apprentissage de la détente musculaire et la prise de conscience du ventre et du bassin. Super, j'avais jamais entendu parler de cette technique. Ouais, c'est vraiment comment être en pleine présence, tu vois, dans son corps. C'est très, très doux. Et c'est vraiment, si tu es en pleine présence dans ton corps, tu vas pouvoir percevoir ce que tu ressens, ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, et adapter en fait les positions et les positions pour mieux comprendre jusqu'où tu peux aller et tes limites. Et je ne crois pas que ce soit remboursé. Et puis après, il y a plein d'autres outils, mais qui sont plus de l'ordre des médecines naturelles. Alors l'ostéopathie. Donc l'ostéopathie, c'est super important pour... déjà parce que ça permet de traiter l'ensemble du corps en temps normal, mais pendant la grossesse, ça permet de soulager certaines douleurs lombaires, les reflux gastriques, le sommeil. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très important. Aussi, on propose des séances en fin de grossesse pour vraiment travailler sur la mobilité du bassin.
de façon à voir s'il y a des tensions au niveau du coccyx, du sacrum, du périnée, pour pouvoir libérer toutes ces tensions-là et favoriser l'ouverture maximale du bassin. Ça aide aussi à surmonter l'émotivité de la grossesse et le stress de l'accouchement. Et par contre, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais ça peut être pris en charge par certaines mutuelles. Donc ça, c'est vraiment à voir avec vous. Il y a l'ostéopathie et aussi dans la même lignée, il y a aussi le chiropracteur. Oui, c'est ça, le chiropracteur. Et puis les éthiopathes aussi qui sont dans cette mouvance-là et dans ce vrai accompagnement du corps pour vraiment libérer les tensions. C'est hyper important, libérer les tensions au niveau ligamentaire et tout pour que le bassin il soit dans cette fluidité et dans sa possibilité la plus vaste d'ouverture, de mobilité pour que le jour de la naissance, ce soit fluide, qu'il n'y ait pas de blocage mécanique. Ouais. Oui, et puis ouais, c'est ça. C'est vraiment très important. Et c'est pas forcément des... Il peut y avoir aussi des douleurs ou des blocages qui sont pas forcément conscients. Oui, tout à fait. Et peut-être on peut se dire, bah non, j'ai pas besoin d'aller chez un ostéopathe ou un chiropracteur ou un éthiopathe. Mais finalement, lui, il a cette sensibilité fine de déceler vraiment quand il est en lien avec le corps de la femme enceinte, de vraiment sentir les blocages et de venir travailler tout en douceur, bien sûr. De toute façon, c'est le maître mot. Hein. Ouais, de toute façon, ça me semble assez indispensable comme accompagnement dans cette période de la vie où le corps il change énormément en très très peu de temps. Donc, oui. Et c'est aussi indispensable dans le postpartum. Complètement. Pour le bébé, mais aussi pour la future maman, enfin qui est maman du coup, de vraiment retravailler sur la mobilité du corps, le bassin, le périnée, et puis de libérer les tensions qui ont pu être cristallisées au moment de la naissance et de tout le travail qui a mené à la naissance. Et pour le bébé, pareil, parce que c'est un passage aussi éprouvant pour lui. Complètement. Ensuite, il y a l'acupuncture qui est basée sur l'énergie vitale du corps. En général, on propose 3 rendez-vous pendant la grossesse. Au premier trimestre pour lutter contre les nausées, la fatigue, les vomissements. Ensuite, au deuxième trimestre, c'est plutôt pour tout ce qui est troubles du sommeil, problèmes de circulation sanguine, parfois menaces d'accouchement prématuré, douleurs ligamentaires, problèmes digestifs. Et puis au troisième trimestre, c'est vraiment aussi sur... on peut aussi agir sur tout ce que je viens de dire, mais aussi sur l'anxiété, sur la dépression, sur les crampes, les sciatiques et aussi sur la maturation du col. Ouais, c'est un super outil. J'entends de plus en plus de maternités, même qui ont des personnes formées. Il y a beaucoup de maternités où il y a des sages-femmes qui sont formées en acupuncture. C'est très précieux. Et ça, c'est super précieux. A priori, il y a des super résultats avec ça. Donc, si c'est fait en maternité, les séances sont remboursées. Si c'est fait en cabinet libéral, les séances sont remboursées sur la base d'une consultation d'un médecin généraliste. Ensuite, dans les méthodes de médecine naturelle, il y a la réflexologie qui est issue de l'acupuncture et en fait qui part du principe que sur nos extrémités manuelles et plantaires, il y a toute la carte en miniature de notre organisme. Et du coup, à chaque zone réflexe du pied, par exemple, ou de la main, correspond un organe, une glande. Et du coup, le réflexologue va toucher une zone réflexe vraiment, j'ai l'impression, assez en douceur finalement. Mais c'est un peu comme quand tu parlais des points, on vient quand même stimuler certains points. Après, on doit être très vigilant durant la grossesse puisque c'est une pratique qui peut vraiment déclencher un accouchement. Puisque les points réflexes sont très sensibles au niveau des pieds, mais c'est en effet plutôt à voir sur la fin de grossesse. Sur la fin de grossesse. On ne peut pas faire d'erreur et on peut se dire, non, ça y est, l'accouchement peut être déclenché et même ça serait plutôt pas mal. Donc on peut y aller volontiers en réflexologie. Donc ça permet vraiment de localiser des tensions et de rétablir l'équilibre énergétique de la partie du corps qui correspond. Et puis... alors, pendant la grossesse, ça peut agir sur les maux de la grossesse comme la circulation sanguine, les maux de dos.
Ouais, Ça l'estomac peut aussi agir sur le positionnement du bébé, l'ouverture du col, les contractions. Donc, ça apporte beaucoup de relaxation, mais effectivement, toujours avec ce principe de précaution, puisqu'on sait, même le massage, hein. Enfin, moi, les massages, clairement, quand je masse une femme enceinte, les pieds, je les effleure, mais je m'attarde pas trop dessus, en fait. Parce qu'effectivement, comme tu le disais, Anaïs, ça peut déclencher un travail et des contractions. Et c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et puis... Non, mais par contre, c'est intéressant ce que juste la réflexologie, nous, en tant que naturopathe, si on pratique une séance de réflexologie, on peut faire une feuille de soins et à même titre qu'un ostéopathe, il y a une partie qui peut être prise en charge par la mutuelle. D'accord. Et t'es formée, toi, en réflexologie? Moi, je suis formée en réflexologie. C'est vrai que j'en pratique beaucoup pour moi personnellement, mes enfants et tout. Au cabinet, je le propose. C'est dommage. Pas tant que ça, oui. C'est dommage. On peut pas tout faire, écoute. Non, mais du coup, c'est bien. Ouais, c'est bien de le savoir. Et puis aussi, après, il y a l'homéopathie, il y a aussi les fleurs de Bach qui, à mon sens, sont très importantes. Oui, pour toute la période de la grossesse. Pour toute la période de la grossesse et aussi pour travailler justement, pour permettre un rééquilibrage émotionnel. Parce que c'est basé sur le principe que la santé, c'est l'équilibre entre le corps, l'âme et l'esprit. Et que du coup, les fleurs sont porteuses de messages qui sont adaptés à chaque émotion et de cibler en amont les peurs que l'on a eues pendant la grossesse ou que l'on a par rapport à cette naissance va permettre de choisir avec subtilité les fleurs qui vont pouvoir vous accompagner pendant le chemin de la naissance. Et ça va permettre de décristalliser les peurs et de pouvoir les traverser beaucoup plus facilement. Oui, dans les élixirs floraux, dans les fleurs de Bach, il y a aussi pendant la grossesse vraiment accueillir cette période de transition et aussi dans le postpartum, quand parfois le changement il est très important, un peu difficile, il y a de la tristesse ou il y a de la colère aussi. Oui. Il y a plein d'émotions et les fleurs de Bach, elles accompagnent vraiment. Il n'y a aucune contre-indication dans l'utilisation des fleurs de Bach. C'est un outil très très puissant. On peut même l'utiliser sur son bébé. C'est vraiment un outil très précieux. Donc ça, c'est vraiment... Ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais en tête, que c'était vraiment un outil puissant pour pouvoir aider les femmes et les bébés, du coup, sur ce chemin-là. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres outils que je n'ai pas dit auxquels tu pensais? Outils, dans la boîte à outils des naturopathes, il y en a une moi que j'ai beaucoup utilisée puisque je suis très dans les sens, les 5 sens et aussi le côté olfactif qui est important le jour de la naissance. Il y a des préparations qui peuvent être faites par vous-même. Vous pouvez, chacune peut faire sa petite préparation à base d'huile essentielle. Trouver l'huile essentielle, par exemple, carrément juste en olfactif, qui nous apaise, nous détend. Moi, par exemple, j'avais adoré la rose de Damas. Oui. J'avais mon petit flacon et que je sniffais là, tranquillement. Il y a l'huile essentielle de citron aussi, qui est à utiliser après chaque fin de contraction pour permettre une meilleure récupération. Il y a celle-là parce qu'elle est très tonifiante. Il y a la menthe poivrée aussi qui a utilisé avec parcimonie, mais on a un olfactif qui donne un coup de fouet un peu quand on a un coup de fatigue ou que ça devient difficile. Et aussi en préparation avec une huile végétale, il y a plein d'huiles essentielles qui peuvent être mélangées, comme le clou de girofle, palmarosa, où il y a des petites préparations qui peuvent être faites. Et par exemple, 3-4 jours avant le terme, on peut commencer à se masser au niveau du bassin, du bas du dos, se faire masser et tout, détendre et préparer en fait le corps à toute cette zone, à ce travail qui arrive. Donc ça, c'est un outil assez précieux aussi que moi j'ai beaucoup aimé utiliser. Et est-ce que c'est des huiles essentielles que tu peux utiliser le jour J? Oui. Tu peux utiliser les mêmes huiles essentielles? Vraiment. Pour le sacrum, pour vraiment masser au niveau du sacrum. L'idée, c'est que tu commences 2-3 jours avant, assez près du terme.
Et après, le jour J, tu peux vraiment aller masser, ça vient soulager et stimuler. Tu parlais de l'homéopathie aussi. Oui, En homéopathie, il y a beaucoup de préparations qui oui. peuvent être prises Mm. en fonction de l'état, même si les Souvent un contractions mois se avant les... ralentissent. Mm. Moi, celle qui me semble indispensable, c'est l'arnica. Hein, Oui, vraiment, ça c'est sûr. le dernier mois, je trouve que l'arnica, c'est tous les jours, ça prépare vraiment. Et dans l'après aussi, Et pour dans l'après, vraiment... indispensable. Ouais, c'est indispensable, Mais ça, c'est je sûr. pense que ça fera l'objet d'un Oui, autre podcast parce que dans l'après, c'est énorme. La boîte à outils, elle peut être assez conséquente en fonction des problèmes que vous pouvez rencontrer. En tout cas, j'espère qu'on vous aura appris tout plein de choses. Je te remercie Sandrine pour toutes ces précieuses informations. N'hésitez pas vous aussi à nous partager voilà, ce que vous avez testé Oui, ce serait chouette. comme outils, à nous dire si vous en découvrez d'autres. Bah, bien sûr. Parce que nous, on aime bien apprendre. Bah oui. On a envie On sait pas tout. On sait pas on tout. accepte de ne pas tout savoir. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre via la communauté, les réseaux sociaux, sur la plateforme et à nous partager voilà, vos expériences, heureuses ou malheureuses, parce que parfois, il y en a, en tout cas, moi, il y a des outils que j'ai testés, que j'ai moins appréciés que d'autres. Enfin, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi, comment, et surtout, c'est très formateur pour les autres femmes. Oui, et puis vraiment, ça aide à avoir confiance en soi, parce que c'est vraiment c'est vraiment ça qui est important en fait, quel que soit l'outil utilisé par chacune, l'important c'est vraiment que vous puissiez y puiser une confiance en vous, tout au creux de vous, pour pouvoir cheminer le plus facilement, et en tout cas être dans l'accueil et l'acceptation de l'intensité de ces contractions qui vont vraiment tout changer dans ce chemin. Super, merci beaucoup et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Anaïs, oui, à très bientôt.